Bonjour et bienvenue sur La Santé par Nature, un podcast sur la santé abordé sous l'angle de la prévention naturelle et de bon sens. Car comme on le dit très justement, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Anthony Viau, naturopathe à Paris et à Vannes en Bretagne, et c'est avec plaisir que je vous accompagne sur les chemins de la santé naturelle. J'entends souvent les personnes qui viennent me voir se plaindre de ne plus arriver à perdre de poids, malgré tout ce qu'elles ont déjà mis en place. C'est pour cette raison que j'ai développé un programme d'accompagnement individualisé sur 3 mois, incluant la naturopathie, la réflexologie plantaire et l'énergétique. C'est la synergie de ces 3 disciplines qui fait l'efficacité de ce programme, afin de vous aider à transformer votre mode de vie et à réguler votre poids durablement, dans une optique de santé préventive. Vous bénéficierez en plus d'un suivi individualisé et en cadeau, je vous offrirai 6 e-books de santé naturelle. Alors si vous aussi rêvez d'être enfin libéré de vos kilos superflus, profitez de cet accompagnement unique en vous rendant sur mon site www.anthonyvio.fr. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Émilie Borreglione, naturopathe à Bordeaux, et formatrice en cuisine saine respectant les concepts naturopathiques. Peut-être avez-vous déjà entendu parler d'Émilie sur les réseaux, ou peut-être avez-vous déjà suivi un stage de cuisine avec elle. En tout cas, elle revient dans cet épisode sur son parcours et sur ce qui l'anime. Elle va d'ailleurs sans doute vous donner envie de vous intéresser d'un peu plus près à ce que vous mettez dans votre assiette, et surtout de la manière de transformer les aliments classiques en plats hors du commun. Merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à le partager, voire à lui mettre des étoiles. Ça m'aide toujours beaucoup à le faire connaître. Bonjour Émilie. Bonjour Anthony. Alors je suis très heureux de te recevoir dans le podcast La Santé par Nature. Tu es naturopathe, spécialisée dans l'alimentation et la cuisine santé. Alors avant qu'on aborde tous ces sujets, est-ce que tu auras envie de te présenter et de nous parler de ton parcours ? Oui, avec plaisir, je suis ravie d'être là aussi. Alors moi, le parcours, il y a eu plein de choses dans mon parcours, puisque en fait, j'ai été à l'époque artisan dans la joaillerie. Je me suis intéressée à la création, à l'artisanat pendant quelques années. Et en fait, je me suis questionnée sur la naturopathie un petit peu plus tard, finalement, quand j'avais une activité professionnelle bien ancrée. Et j'ai eu la chance d'avoir eu dans mon enfance finalement cette transmission de la cuisine santé, de la naturo. Et donc j'y suis revenue un petit peu sur le tard, on va dire, quand quelques petites problématiques de santé sont arrivées à moi. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. On se questionne sur notre santé quand on l'a perdue. Et du coup, à ce moment-là, je suis retournée vers la naturo et j'ai décidé de me former pour tout simplement pour moi, dans un premier temps. Et ce qui m'a marqué finalement dans cette formation, c'est que il y avait beaucoup de concepts théoriques, mais moi je me disais mais comment est-ce qu'on fait dans le quotidien pour justement appliquer sous tous ces concepts. Donc je me disais oui, c'est bien de comprendre comment fonctionne le corps. Alors des fois j'aurais préféré avoir des petites synthèses, mais derrière qu'est-ce que je fais concrètement dans mon quotidien pour pouvoir retrouver une pleine santé. Et finalement, je me suis formée pour moi, mais petit à petit, tout ce que j'ai découvert, j'ai eu envie de le partager au plus grand nombre. Et c'est vrai qu'on est quand même formé en consultation, à faire de la consultation individuelle. Et quand je me suis lancée dans la consultation individuelle, je me suis dit, mais là, je suis en train de reproduire ce qui, moi, m'a dérangé, c'est-à-dire cette partie très théorique et peu le passage à l'action. Et c'est là où finalement, je me suis dit, moi, j'ai envie d'entreprendre différemment, de partager la naturopathie d'une autre manière. Et que je me suis dirigée vers la cuisine santé. Alors ça s'est fait par plusieurs étapes, parce que du jour au lendemain, j'ai pas créé des ateliers de cuisine, mais petit à petit, je me suis vraiment questionnée de me dire de quoi ont besoin les personnes que j'ai en face de moi, qu'est-ce qui permettrait à ces personnes-là de pouvoir vraiment passer à l'action, se sentir accompagnées, soutenues, parce qu'on est quand même en train de parler de thématiques de transformer nos habitudes. Ce qui n'est pas si simple, c'est quelque chose qui prend du temps. Il y a plein de raisons pour lesquelles on a certaines habitudes, soit parce qu'il y a héritage familial, soit parce qu'on manque de temps, soit parce que on a lu quelque chose une fois et on se dit tel produit il a l'air super. Et donc l'idée c'était vraiment de pouvoir amener de l'information et de l'accompagnement le plus possible. Et donc j'ai développé C'est si bon Academy. Donc au départ c'était des cours de cuisine santé
à Bordeaux, parce que je suis installée à Bordeaux. Et puis, ben, ça a évolué au fur et à mesure des années. Et puis, je me suis digitalisée, j'ai proposé des cours de cuisine en ligne. Alors, même si les cours de cuisine en ligne, ça peut paraître un peu étrange, ça a amené beaucoup de choses. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et puis, aujourd'hui, je suis formatrice aussi en école de naturopathie et formatrice en cuisine santé pour les professionnels. Voilà, donc je t'ai fait un long parcours, mais je trouvais ça intéressant voilà, de raconter en fait comment est-ce que ça m'est venu, la cuisine. Et alors, bah super, merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser en particulier à la cuisine saine? Est-ce que c'était quelque chose qui était important dans ta famille? Bah, moi, je pense que j'aime manger déjà, je pense que c'est le premier point. J'aime avoir une belle assiette, j'aime vraiment, enfin, comme je te disais, je viens de cet univers de la créativité et je trouve que dans la cuisine, il y a vraiment ce prolongement pour moi, avoir une belle assiette, des belles couleurs, le bon assaisonnement. Enfin, il y a quelque chose de très artistique pour moi là-dedans. Et c'est vrai que j'ai souvent vu la différence quand, bah, à l'école, hein, on a tous mangé à la cantine scolaire et quand j'avais une assiette qui était un petit peu moins sympa, moins colorée, je prenais toujours beaucoup moins de plaisir. Et donc, moi, j'avais vraiment envie de transmettre voilà, cette créativité à travers l'assiette. Et c'est vrai que quand j'étais enfant, moi, j'ai des souvenirs de faire la soupe en famille. On faisait le gomasio quand j'étais petite. Voilà, tous les dimanches soirs, on avait ce bol strié. Donc, le gomasio, c'est un condiment à base de sésame et de gros sel. Donc, ce bol strié où on venait, voilà, avec le pilon en bois, casser un petit peu les graines de sésame. Et je me souviens de cette odeur. Voilà, donc j'ai été quand même dans un environnement où la cuisine était très présente, donc une cuisine familiale. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a manqué au départ avec la naturo. Je faisais beaucoup d'assemblages, j'allais chercher un peu d'avocat, un tartare d'algues, un pain complet. Mais finalement, je me disais, j'ai envie de choses qui sont un petit peu plus liées, qui ont de la saveur, de petits plats mijotés. Et donc, je me suis intéressée à aller un petit peu plus loin en cuisine. Comment est-ce qu'on pouvait avoir une cuisine santé, mais plus cuisinée? Ok, génial. Et après, donc, tu as créé ton entreprise, donc tu disais tout à l'heure, qui s'appelle C'est si bon Academy. Est-ce que ça a été compliqué de lancer cette société? Pourquoi tu l'as créée? C'était quoi l'objectif au départ, plutôt que de rester une simple naturopathe? Alors, je pense que j'ai été influencée parce que j'avais quand même un parcours entrepreneurial avant, donc il y a toujours cette valeur liberté qui était hyper forte pour moi. Alors, ça n'a pas été simple au départ de développer ces 6 mois académie parce que je me disais encore créer une nouvelle entreprise puisque j'avais une entreprise avant en maroquinerie. Mais je pense que j'ai été vraiment poussée par cette envie de répondre aux besoins des personnes que j'avais en face de moi et de partager autre chose que ce cadre de la consultation individuelle dans lequel je me sentais très étriquée finalement et où, au bout d'un certain temps, je me sentais un peu inutile aussi. J'avais l'impression de répéter souvent la même chose. Alors, les oméga 3, les huiles, il faut les mettre au frigo, mais sans vraiment montrer ce que je disais. Et c'est vrai qu'au fond, à la fin de la journée, je me disais toujours, mais si seulement je pouvais leur montrer en vrai l'emballage, leur montrer l'étiquette. Et donc finalement, c'est ce qui m'a poussée finalement à aller un petit peu plus au bout de ce projet-là et de me dire, voilà, j'ai vraiment envie de monter une école de cuisine, de monter mon entreprise autour de ça. Mais bien sûr, tout ça s'est fait au fur et à mesure, hein. Le premier atelier, j'avais une personne inscrite, puis le deuxième, j'en avais deux. Enfin, ça s'est fait progressivement. Hmm. Oui, c'est vrai qu'en consultation, parfois, effectivement, on donne des conseils sur l'alimentation, sur ce genre de choses. Et après, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer derrière quand la personne va rentrer chez elle? Est-ce que elle va ouais, appliquer ce que je lui dis? Est-ce que donc ouais, je comprends. Ça manque un peu de pratique par moment. C'est vrai que en cabinet, ça reste un peu théorique. Et puis après, on ne sait pas si la personne passe à la pratique ou pas, quoi. Donc ouais, je comprends. J'ai un exemple assez précis, c'est que finalement, une fois, j'avais conseillé des algues à une cliente. Et ce qu'elle m'a dit, c'est franchement les algues, c'était vraiment pas bon. Alors j'essaie de comprendre et elle m'a dit bon, vous savez, c'est quand même très salé. Donc là, je comprends qu'elle a acheté les algues en saumure, que elle les avait pas dessalées, que voilà. Donc je me dis mais il manque des étapes. Je lui avais expliqué rapidement, mais c'était trop rapide pour elle. C'était un nouveau produit, c'était un nouvel type de préparation. Et c'est là où je me suis dit mais le mieux c'est quand même de le faire ensemble et de le goûter ensemble. Et ça permet aussi d'enlever cette barrière, de se dire je vais rentrer dans un magasin bio qui est peut-être un univers un peu différent, d'acheter un produit que je ne connais pas où j'ai peut-être peur de l'acheter parce que c'est un certain coût. Je pense notamment au purée d'oléagineux, purée d'amandes, noisettes et se dire bah, si ça reste au fond du placard, bon, c'est quand même des dépenses qui peuvent être importantes. Et donc l'idée c'est de se dire
par la pratique, on investit dans des produits qu'on a déjà expérimentés et testés. Voilà, on a gagné un petit peu en confiance et ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. Hmm, super. Donc, tu as créé un programme de formation qui s'appelle La Cuisine Naturo. Comment est-ce que tu as eu l'idée de créer cette formation et est-ce que tu voudrais bien nous en parler un peu? À qui est-ce que ça s'adresse? Alors, cette formation, c'est une formation qui est professionnalisante aujourd'hui, puisqu'elle s'adresse plutôt à des professionnels, naturopathes, coachs en nutrition ou toute personne qui aimerait finalement proposer des ateliers de cuisine. Et l'idée, c'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, puisque j'ai proposé des ateliers, des stages, mais aussi des ateliers en digital, qu'il y avait peu de professionnels qui proposaient cette offre-là. Donc j'ai eu de plus en plus d'élèves que je rencontrais en école de naturo où j'étais formatrice qui me disaient, mais moi j'ai envie d'en apprendre plus, j'ai envie d'être beaucoup plus experte dans la cuisine, dans les méthodes de cuisson. Parce que souvent on imagine la naturo comme cuisson vapeur, extracteur de jus, graines germées, légumes lactofermentés. Et on se dit, mais c'est ça ce que tu mets dans ton assiette. C'est pour ça qu'on me dit, bah, on est un peu des mangeurs de graines. Ça, c'est ce qu'on imagine de l'extérieur. Et je me suis dit, voilà, pendant quasiment 10 ans, je me suis adressée à du grand public. Aujourd'hui, j'ai envie qu'il y ait des professionnels comme moi qui puissent proposer d'autres façons d'accompagner en dehors de la consultation individuelle. Alors, soit dans la consultation individuelle, amener un accompagnement plus approfondi avec des semainiers, des menus, des recettes, quelque chose qui aille vraiment vers la pratique, soit carrément créer une nouvelle offre comme les ateliers de cuisine. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette formation aujourd'hui, d'accompagner les professionnels à devenir experts en cuisine santé, mais aussi à se professionnaliser dans ce domaine-là, c'est-à-dire apprendre aussi à vendre des offres autour de la cuisine santé, parce que l'entrepreneuriat, on a un petit peu tendance à l'oublier. C'est pas juste mettre une pancarte devant sa porte en disant je fais naturo, voilà, mon site internet est ouvert. Il faut arriver à montrer que nos offres, elles peuvent avoir de l'intérêt et une utilité dans le quotidien des personnes qu'on va accompagner. Concrètement, donc, comment ça marche, cette formation? Alors cette formation, c'est une formation qui dure 6 mois et il y a justement ce mix entre expertise en cuisine santé où j'ai vraiment décidé d'approfondir ce qui moi m'a nourri toutes ces années de découverte, la connaissance des aliments. Je trouve qu'aujourd'hui on est quand même de plus en plus dans une société de produits transformés, même en bio, je le précise. Moi j'ai connu l'époque des magasins bio où il y avait 3 rayons, hein. Aujourd'hui on a des dizaines et dizaines de rayons, on a des kilomètres de pain des fleurs, d'huiles différentes. Et donc, on ne sait pas trop, en fait, comment est-ce que ça a été transformé. Donc, j'aime bien revenir à la connaissance de la plante et comment derrière, bah, on arrive à faire une farine, arrive à faire des pâtes. Donc, il y a déjà cette connaissance-là qui, pour moi, est essentielle. Ensuite, il y a la connaissance des méthodes de cuisson. Je trouve ça très important aussi d'avoir de la variété dans son assiette en termes d'ingrédients, mais aussi de transformation. Et là, j'avais envie d'apporter bah, finalement du plaisir dans l'assiette parce qu'on peut avoir des plats mijotés qui sont cuisinés santé. Bien sûr, il y a la vapeur, la cuisson au four, le cru, mais avoir un mix de tout ça, donc un petit peu élargir notre palette alimentaire. Puis ensuite, les besoins nutritionnels, revenir là-dessus parce que c'est important de pouvoir bien les expliquer au grand public. L'idée, c'est d'avoir vraiment une approche très synthétique parce que quand on sort de formation, en général, on a la tête pleine de plein de choses. Et donc là, d'avoir une synthèse de qu'est-ce que je pourrais retranscrire facilement à mon client. Et on fait de la pratique aussi en cuisine. Donc c'est une formation qui est digitale. Donc on se retrouve sur des lives de 2 heures. Et là, c'est génial parce que finalement, chacun cuisine chez soi. Et on se rend compte aussi de de tout l'intérêt qu'on peut avoir dans le digital qui pourrait avoir donné cette impression d'éloignement, alors qu'en réalité, chacun fait ses courses, on cuisine ensemble, on a un résultat, ça permet d'échanger. Donc il y a vraiment une vraie valeur ajoutée. On rentre dans le quotidien finalement à travers la cuisine. Donc ça, c'est la partie expertise en cuisine santé. Et la deuxième partie, c'est vraiment la professionnalisation. J'avais vraiment cette idée de me dire, il y a de plus en plus de formations, on devient expert dans certains sujets, mais derrière, on a du mal à se lancer. Moi, mon rêve, hein, c'est qu'il y ait de plus en plus de professionnels qui puissent proposer des offres pratiques et qui réussissent à avoir des clients. Et donc, j'accompagne aussi mes élèves justement à découvrir bah, tous les leviers de l'entrepreneuriat, que ce soit
se connaître soi et savoir le communiquer, créer des offres, trouver son client idéal, proposer des ateliers qui soient vraiment adaptés aux besoins de leurs clients, construire un atelier, proposer le bon tarif. Voilà, on aborde toutes ces thématiques qui pour moi sont aussi essentielles dans nos métiers du bien-être qu'on aborde trop peu. Bon, bah, ça a l'air génial. Et d'ailleurs, bah, comme tu es sympa, tu offres aux auditeurs du podcast une réduction de 10% sur ton programme. Donc, bah, vous trouverez en descriptif de l'épisode un code pour bénéficier de cette réduction. Voilà. Mm. Et tu as mis également en place sur ton site des formations de santé, même maintenant de coaching pur. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors maintenant ça fait 20 ans que je suis entrepreneur et c'est vrai que c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a vraiment ce sujet de l'entrepreneuriat dans le bien-être qui m'a vraiment questionnée, où je me suis dit, moi je rêve qu'il y ait de plus en plus de professionnels en naturopathe, coach en nutrition, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de besoins aujourd'hui, mais la réalité du marché quand on discute les uns les autres, c'est une réalité économique. Et je trouve ça dommage finalement de voir qu'il y a trop peu de personnes qui réussissent à se verser un vrai salaire. Il y a beaucoup de reconversions professionnelles dans ces métiers. Comme je disais tout à l'heure, on est attiré par ces métiers parce que soit c'est dans notre histoire ou dans l'histoire d'un proche où on a vraiment envie que la santé naturelle fasse partie de notre vie, mais on n'arrive pas forcément au bout à se rémunérer. Et moi aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'accompagner les professionnels à structurer leur activité parce que pour moi, c'est deux choses différentes. On peut être très bon et expert dans son domaine et malheureusement ne pas arriver à avoir suffisamment de clients, arriver à gérer son entreprise. Donc aujourd'hui, c'est aussi de cette façon-là que j'accompagne. Super, bah, merci beaucoup pour toutes ces infos. Est-ce que tout ce que tu as mis en place a changé, toi, ta manière d'aborder ta santé? Et d'ailleurs, est-ce qu'elle s'est améliorée? Alors, c'est un vrai sujet. Je dirais qu'elle s'est améliorée dans un premier temps quand j'ai découvert la naturo. J'ai vraiment eu un énorme gap, en fait, où là, c'est un peu comme si je plongeais dans un univers complètement nouveau. Et pourtant, j'avais des bases quand même d'une alimentation saine. Mais je pense que je me suis vraiment rendu compte à quel point l'alimentation était un vrai soutien au quotidien. Et le fait de l'ancrer comme une nouvelle habitude était vraiment important pour moi à ce moment-là. Après, il y a des paliers, je dirais, au niveau de la santé. Je me suis beaucoup intéressée au sujet du corps, forcément par l'alimentation. Comment est-ce que je nourris mon corps pour avoir de l'énergie? Mais ça a été ensuite la porte à ouvrir sur d'autres sujets, puisque une fois que le corps a de l'énergie, de la vitalité, on a envie d'aller travailler la sphère émotionnelle. C'est aussi pour ça que je me suis formée en coaching je suis praticienne en EFT aussi. Et c'est là où je me suis dit, bah voilà, tout est par palier. Je dirais que mon plus gros challenge aujourd'hui, c'est la gestion du stress, parce que je pense avoir une alimentation, voilà, qui est équilibrée, variée. Et c'est là où on se dit, ben voilà, l'alimentation est un pilier, mais ce n'est pas le seul en naturopathie. Il y a tout l'environnement, il y a tous les autres paramètres aussi à travailler. Donc c'est important aussi de rappeler que dans la naturopathie, il y a l'alimentation, mais pas que. Et je sais que toi aussi, dans ta façon de le pratiquer, voilà, tu essayes vraiment de synchroniser tous ces piliers. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est un travail d'une vie. On s'améliore et je pense on découvre étape par étape quel est le next step et qu'est-ce qu'on peut encore améliorer toujours un petit peu plus à la lumière de nos nouvelles connaissances, on va dire, parce que finalement, on se rend compte que dans notre société moderne, bah, il y a de la nouveauté tout le temps, en fait, hein. On découvre de plus en plus de choses sur le cerveau, sur l'intestin, donc Mhm. Et est-ce que voilà. tu consultes toujours en tant que naturopathe ou est-ce que tu t'es vraiment consacré maintenant à d'autres activités? Enfin, tes autres activités? Aujourd'hui, non, je ne consulte plus en tant que naturopathe parce que voilà, je préfère finalement donner l'accès à tous les naturopathes qu'il y a sur le marché et qui font ça très bien. Je me suis vraiment dédiée aujourd'hui à l'accompagnement de mes élèves et à ma formation pro et à l'accompagnement au développement d'activités. Je pense que c'est intéressant aussi, quand on se lance dans une activité entrepreneuriale, d'accepter que ce n'est pas linéaire, qu'on fera pas la même chose pendant 10 ans, et de s'écouter aussi, de se dire, voilà, est-ce que c'est toujours aligné avec ce que j'ai envie de proposer? Et finalement, cette contribution, j'arrive à la voir quand même, mais par le biais des élèves que je forme. D'accord. Et du coup, alors, si on revient sur l'alimentation un peu, enfin, quels sont dans les grandes lignes le type d'alimentation que tu recommandes pour entretenir sa santé?
Alors c'est une question qui est assez vaste. Je dirais que la première chose pour moi, c'est de revoir les fondamentaux parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu perdu parce qu'on fait tellement de zoom sur l'alimentation, sur les aliments, sur certaines modes qu'on est un petit peu perdu. Donc on va repartir un peu sur l'équilibre d'une assiette de base où dans laquelle on a besoin d'avoir des protéines, des légumes, des glucides, des bons gras. Donc pour moi, ça c'est un peu l'assiette de base. Une fois qu'on a dit ça, on se dit mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc là, ça va vraiment dépendre du régime alimentaire de chacun et je pense que c'est une question d'équilibre, mais tous les régimes peuvent être équilibrés. Donc dans les protéines, on va avoir la viande, le poisson, les œufs, mais aussi toutes les protéines végétales avec les algues, le tofu, les légumineuses. Dans les céréales, on va avoir ben, tout ce qui est le riz, le quinoa, le blé. Enfin, on ne parle pas de restriction alimentaire là dans un premier temps, parce que je trouve qu'aujourd'hui on a cette tendance de commencer par qu'est-ce qu'il faut enlever avant de qu'est-ce qu'il faut mettre. Puis ben, une part belle aux légumes crus, cuits en fonction de notre capacité digestive et les bons gras. Bon, alors aujourd'hui on parle beaucoup de l'avocat, mais surtout dans les huiles aussi. On a l'huile d'olive qu'on connaît bien, mais il y a tout un tas d'autres huiles qui existent et toutes les petites graines oléagineuses, les noix, les amandes, etc. Et l'idée c'est que nos assiettes elles devraient s'équilibrer de cette manière-là en ayant un petit peu de chaque famille. Et c'est là où les recettes rentrent en jeu pour, on va dire, sublimer tout ça où on peut le retranscrire en recette. Donc, si je fais un dalle de lentilles corail avec des carottes, un peu de riz et plein d'épices, hein, j'ai un repas équilibré. Mais je pourrais aussi très bien faire une quiche au poireau avec du tofu soyeux, une base de sarrasin et une belle salade colorée à côté. Et on se rend compte qu'on retrouve toujours cette même base d'aliments, mais simplement, il va être décliné dans des recettes qui sont différentes. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'aime expliquer, c'est de revenir à cette base-là. Et ensuite, on va pouvoir ajouter ces petits super aliments. Les super aliments, c'est ce petit bonus en plus. Ça ne remplacera pas nos protéines, nos glucides, nos lipides et nos légumes. Voilà, ça c'est vraiment notre base. Les jus qu'on peut venir ajouter, les légumes lactofermentés, les petites pousses germées, les épices, le pollen. Tout ça, on en entend beaucoup parler en naturopathie. Mais moi, j'aime bien revenir quand même à la base de l'assiette dont on a parlé juste avant pour s'assurer que déjà en termes d'apport, il y ait cet équilibre-là en fonction de nos particularités et de notre régime alimentaire. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ces infos. Dans ma pratique, je recommande souvent aux personnes qui viennent me voir en consultation d'éviter le plus possible de cuire leurs aliments à la poêle, parce que c'est une cuisson qui est trop agressive, qui crée ce qu'on appelle des molécules de Maillard, qui encrassent le corps et qui sont cancérigènes. Et je leur conseille plutôt de cuire les aliments à la vapeur, mais souvent je suis obligé de reconnaître que bah, ça peut être un peu fade. Donc justement, bah, c'est parce que c'est les molécules de Maillard qui donnent le bon goût de griller aux aliments. Donc toi, qu'est-ce que tu nous recommanderais pour que les aliments cuits à la vapeur aient quand même du goût? Je vais avoir une double réponse à cette question-là parce que la première chose, ça dépend de pourquoi est-ce que la personne, elle vient. C'est-à-dire la personne qui a déjà une problématique de santé et qui a une urgence de retrouver bah, un état de santé et la personne qui vient en prévention. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, c'est qu'on fait quand même un métier de prévention santé. Pour moi, je dirais même d'éducateur de santé par l'alimentation. Et donc, pour quelqu'un qui vient vraiment en prévention, je dirais que ce serait intéressant de varier les modes de cuisson, de se garder quand même quelquefois des molécules de Maillard, c'est très bon, ça donne du plaisir, et de varier avec une cuisson à l'étouffée, au wok, on va faire moins de choses grillées. Peut-être que pour une personne qui va avoir plus de problématiques de santé, un corps qui est déjà un peu encrassé, là, on va faire un petit peu plus attention. Et donc, deuxième partie de ma réponse, il y a plein de façons de donner du goût à ce qu'on met dans notre assiette. Je pense beaucoup à l'assaisonnement. On va prendre l'exemple de la cuisson vapeur. C'est vrai que la cuisson vapeur, le principe, c'est qu'on met nos aliments dans notre cuit vapeur. Ils sont traversés par la vapeur d'eau, donc on retrouve le goût assez neutre de l'aliment. Et si l'aliment est bon, bah voilà, on va quand même aussi retrouver bah, le vrai goût de l'aliment. Mais pour certaines personnes, c'est un petit peu fade. Donc là, la première chose, c'est de savoir faire des assaisonnements. Ça, c'est hyper important. Donc là, il y a plein de manières différentes, par les huiles, mais aussi les purées d'oléagineux, mais aussi les crèmes de légumes. On va pouvoir ajouter par exemple une purée d'amandes, une purée de cacahuètes, quelques épices qu'on peut diluer dans un peu d'eau. Ça va donner des sauces qui sont très onctueuses. Mais même au moment de la cuisson vapeur, on peut faire des papillotes.
Et donc, forcément, on met des petits dés de citron confits, par exemple, quelques légumes lactofermentés. On peut mettre des mix d'épices, faire mariner nos légumes. Et le fait de les cuire à la vapeur avec une papillote va donner une saveur un petit peu fermée. Donc ça, c'est la première astuce. Et moi, j'utilise aussi d'autres techniques culinaires comme la cuisson à l'étouffée basse température où c'est fermé dans la casserole. Donc là, pareil, on va pouvoir avoir, si je mets un bouquet de thym à l'intérieur, ça va parfumer mon plat. Si je mets des olives noires, du citron confit, ça va parfumer mon plat parce que c'est fermé, mais j'ai une aiguille, un thermomètre sur le dessus qui va me permettre de contrôler pour pas qu'on ait une montée en température trop importante, qu'on n'ait pas une grosse déperdition en vitamines et en minéraux. On peut aussi également faire le wok. La cuisson au wok peut être décrudie. On va faire sauter très rapidement nos légumes, donc garder le croquant, mais on va mettre un peu de tamari qui est une sauce soja, 100% soja. On peut mettre de l'ail déshydraté, de l'oignon déshydraté ou de l'ail frais ou de l'oignon. Voilà, tout ça va donner du goût. Donc c'est vraiment un jeu en quelque sorte. Moi, finalement, ça m'amuse la cuisine parce qu'il y a vraiment cette idée de me dire, bon, j'ai une courgette quand c'est la saison, qu'est-ce que je peux faire avec cette courgette? Si je l'associe avec du curry, on va avoir une certaine saveur. Si je l'associe avec un paprika fumé, on va retrouver presque ce goût du chorizo. Et donc, en fait, c'est vraiment les épices et les huiles qu'on va utiliser et les modes de cuisson qui vont nous donner des saveurs et un résultat qui est complètement différent. Et bah dis donc, ça nous donne faim tout ça. Est-ce que tu as déjà essayé ça, c'est une question subsidiaire, mais est-ce que tu as déjà essayé la cuisson à la machine à laver? Tu connais cette cuisson? Alors oui, en fait, pour être plus précis, c'est une cuisson au lave-vaisselle avec un film plastique en Ouais, c'est général. ça, au lave-vaisselle, c'est ça. Alors, le lave-vaisselle est forte température, bien sûr. Le problème, c'est le film plastique parce que c'est vrai que dans mon approche aussi, j'essaye de transmettre quels sont les meilleurs matériaux dans la cuisine. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus avec le téflon, mais il n'y a pas que. Aujourd'hui, la nouvelle mode, ça va être les nouveaux air fryers. Donc, tout le monde est ravi de ce mode de cuisson. En soi, pourquoi pas, c'est presque l'équivalent d'un four en termes de température. Le problème, c'est les contenants qui sont pareils avec des matières où on ne sait pas ce que ça va donner dans quelques années. Tu peux nous rappeler ce que c'est? Le air fryer. Ouais. Alors le air fryer, c'est un contenant qui va saisir les aliments très fort. Donc on dit que l'avantage, ce qui est bien, c'est que justement il n'y a pas de gras. Mais le problème, c'est que ça reste des températures qui sont très élevées avec des matériaux qui ne sont pas de très bonne qualité. Alors, je dis ça, mais dernièrement, moi, j'aime bien faire des petites études de marché sur ce qui sort. J'ai vu un air fryer en verre. Donc aussi d'aller se questionner sur les contenants. C'est vrai que moi, dans la cuisine, je vais dire, bah, on va aller plutôt vers le bois, le verre, l'inox, la fonte. Ça va être des matériaux plus sains et on va faire attention à tout ce qui est plastique et à tout ce qui va, voilà, donc les films plastiques, les papiers alu, voilà, toutes ces matières-là où on sait aujourd'hui qu'il y a un impact sur la santé. Donc c'est comment arriver à mixer cette cuisine santé avec les bons ustensiles, les bonnes idées recettes et comment arriver à planifier ça dans un quotidien déjà bien chargé. Hmm. Et est-ce que tu recommandes ou est-ce que tu utilises toi-même peut-être des robots, tu sais, genre, je sais plus le nom du robot que Alors tout le monde, ah là, le Thermomix, voilà. Est-ce que tu utilises ce genre de choses? Oui, alors pour moi, les robots, c'est pas forcément le problème. Si on peut avoir une aide culinaire, ça pose pas de souci. La seule chose à regarder, c'est les matériaux qui sont utilisés. Moi, dans ma connaissance sur le Thermomix, il y a un élément qui est pour la vapeur qui est en plastique, donc ça va poser surtout problème. Après, voilà, si on a des robots qui nous aident à aller plus vite, pour mixer plus vite, etc., chacun peut aussi faire avec son temps. C'est vrai que dans ma pratique, moi, j'essaye toujours d'adapter des recettes plutôt familiales. On n'est pas en train de faire de la gastronomie, on est vraiment dans comment est-ce que je me nourris au quotidien en ayant peu de temps, en ayant une activité professionnelle à côté, en ayant une famille à nourrir qui a peut-être des goûts un peu particuliers. Et donc, arriver à trouver ce bon mix-là, pour moi, la vision de la cuisine naturo, c'est vraiment pas, c'est une cuisine qui est accessible au plus grand nombre, où on redécouvre le goût, le plaisir de manger, le plaisir de partager aussi. C'est pas du tout une cuisine solitaire, sans saveur, et sans couleur. Donc du coup, est-ce que dans tes ateliers, tes formations, est-ce que tu accordes de l'importance à manger plutôt local, bio, de saison, ou est-ce que si on veut manger diversifié, ben, on est obligé de s'asseoir un peu là-dessus par moment?
Moi, je trouve qu'on arrive quand même aujourd'hui à faire du bio, du local, et en ayant une diversification alimentaire le plus possible. Je trouve qu'il y a plein de projets en local, ne serait-ce que voilà quand on fait ses courses dans les AMAP, dans la ruche qui dit oui, on arrive vraiment à adapter notre alimentation le plus locale. Après, voilà, on peut faire des petites entorses en fonction de nos préférences, mais c'est vrai que même dans les sucres, on trouve, pour sucrer nos recettes, on peut trouver du miel d'acacia et on en avoir localement. On n'est pas forcément obligé d'aller chercher des super aliments. Moi, une grosse base de ma cuisine, elle est vraiment en lien avec les produits les plus locaux possibles. Ok. Et en termes de gluten, sans gluten, produits laitiers, tout ça, quelle est ta doctrine? Alors, moi, ma vision là-dessus, elle est assez simple. Je pense que aujourd'hui, on commence par la restriction alimentaire parce que c'est ce qu'on entend le plus, alors que notre base d'assiette, elle est déjà très peu diversifiée. Donc moi, j'ai une vision qui est complètement à l'opposé. C'est d'abord, je diversifie mon assiette et ensuite, éventuellement, j'enlève les choses qui posent problème. Parce que quelqu'un qui, dans son alimentation, est le pain, les pâtes, enfin voilà, que des produits à base de blé, lui enlever le blé, c'est une catastrophe. Parce que du coup, du jour au lendemain, cette personne, elle perd des repères. Ça a un énorme impact sur son stress. Quand on sait que le stress a un impact sur la santé, c'est contre-productif. Donc moi, je vais plutôt avoir cette stratégie de d'intégrer des nouvelles choses, intégrer du sarrasin, intégrer du riz, du quinoa pour qu'elle découvre petit à petit de nouvelles choses. On n'est pas urgentiste, donc on n'est pas à la minute sur le fait d'enlever le gluten. Et une fois que sa palette alimentaire s'est diversifiée, progressivement, on va commencer à diminuer les apports en gluten. Et c'est là où on va voir si effectivement il y a un impact positif sur la durée ou non, et voilà, est-ce qu'il peut y avoir des fenêtres d'intégration. C'est sûr que le gluten en soi aujourd'hui, c'est pas vraiment le gluten qui pose problème, c'est la qualité des produits que l'on trouve, où on est venu rajouter plus de gluten pour avoir des pains de mie plus moelleux. En plus, on enlève la croûte. Voilà, c'est les produits industriels qui nous ont vraiment posé problème. Mais c'est vrai que quand on arrive sur un sujet de prévention, comme je disais tout à l'heure, le gluten n'est pas forcément un problème. C'est quand on arrive avec des thématiques, avec certaines pathologies déjà établies, que le gluten est inflammatoire et peut poser problème. C'est la même réponse pour les produits laitiers. Ça dépend de quelle quantité on consomme, quelle qualité aussi, parce que dès qu'on parle de produits animaux, qu'est-ce qu'a mangé les animaux que l'on consomme? Voilà, est-ce qu'ils ont été nourris au soja, au maïs, qui sont plutôt pro-inflammatoires, ou est-ce que c'est des animaux qui ont été nourris à l'herbe? Voilà, toutes ces questions-là, moi j'aime les aborder pour qu'il y ait une prise de conscience un peu plus profonde sur le sujet de l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du soja et on tape beaucoup sur le soja en disant, bah oui, mais ça déforeste l'Amazonie, mais attention aux phytoestrogènes, mais on se rend pas compte que les animaux que l'on consomme sont aussi nourris au soja et au maïs et qu'aujourd'hui, on a des filières de soja en France qui ne sont pas OGM, contrairement à ce que on entend, qui sont des sols où il y a une rotation des cultures. Donc, on a un soja de qualité en France à partir du moment où on en consomme quelques fois dans la semaine. Tout est une question d'équilibre. Et donc, finalement, est-ce qu'on est obligé de se restreindre sur une famille d'aliments si on n'a pas de problématique de santé? Peut-être pas, mais amener de la diversité, c'est peut-être le plus gros challenge. Je pense que les restrictions arrivent dans un moment où on est déjà dans une impasse et qu'on ne trouve pas de solution à nos problématiques. Ok. Et qu'est-ce que tu penses des tendances végétariennes ou véganes, philosophiquement et même en termes de santé? Alors philosophiquement, je les comprends tout à fait, hein, parce que je pense que aujourd'hui, forcément, on est de plus en plus d'individus sur Terre, donc forcément, on a un élevage qui est de plus en plus intensif. Donc comment ne pas être dégoûté par l'élevage intensif? Ce que je dirais qui est problématique, je dirais, c'est les personnes qui, par conviction justement philosophique, deviennent végétariennes ou végétaliennes sans se questionner profondément sur les bons apports dans l'assiette, où là, ça peut effectivement conduire à des déséquilibres alimentaires avec beaucoup de carences. Donc moi, je dis toujours, voilà, si vous faites le choix de végétaliser votre assiette, faites-le bien. Ça se fait pas comme ça, juste j'enlève la viande et puis je garde les accompagnements. Après, d'un point de vue santé, là c'est pareil, c'est toujours à personnaliser et voir un peu l'état de nos organes. Est-ce que j'ai un foie qui est en bonne santé? Est-ce que j'ai un intestin qui a une bonne capacité digestive? Est-ce qu'il n'est pas trop abîmé? Parce que les légumineuses, ça peut être difficile à digérer. Encore faut-il savoir les préparer, les cuisiner. Mais voilà, il y a tous ces sujets qu'on doit vraiment analyser. C'est aussi pour ça que la prise en charge individuelle est intéressante pour pouvoir creuser tous ces sujets.
Exactement. Est-ce que tu as constaté des améliorations de santé chez les personnes qui ont suivi tes conseils et tes stages et qui ont fait des changements dans leur alimentation? Oui, alors une des premières choses, moi, qui m'avait vraiment marqué, c'est de voir à quel point, en très très peu de temps, d'intégrer une nouvelle habitude pouvait avoir un impact vraiment sur la santé. Et c'est des habitudes des fois toutes simples. La première, c'est la mastication. On n'y pense pas, mais 10 fois, il vaut mieux manger un burger frites bien mastiqué qu'une salade de quinoa avalée d'un coup. Pourtant, c'est une meilleure qualité peut-être en termes d'aliments, mais on l'a bien mastiqué, donc le burger sera mieux digéré. Le deuxième point, c'est vraiment les protéines, l'apport en protéines sur le petit déjeuner, puisque c'est un atelier que j'ai énormément donné, prendre un petit déjeuner protéiné. J'ai vraiment vu qu'il y avait un vrai changement sur la journée d'une personne à partir du moment où elle commençait le matin avec des protéines. Alors je parle pas de sucré ou salé parce qu'on peut manger protéiné avec une saveur sucrée le matin. On a tendance à croire que c'est juste petit déjeuner salé qui fonctionne, mais c'est vraiment cet apport en gras et en protéines le matin où là je vois que la personne elle a une meilleure humeur, elle est beaucoup plus stable, il y a moins de grignotage, il y a moins de compulsions. Donc ça c'est vraiment les choses que j'ai constatées. Et aussi le troisième point, c'est l'hydratation. Je pense on ne boit pas suffisamment. Moi, la première, je me force à me mettre une gourde à côté de moi pour boire suffisamment. Et le quatrième point, c'est les huiles. Avoir plus de variété dans l'apport en gras dans notre assiette, qui avait un énorme impact sur le transit, sur la mémoire, sur voilà toutes ces choses-là. J'ai vraiment vu des personnes qui me disaient mais c'est incroyable de voir qu'en une semaine, en rajoutant une cuillère à soupe d'huile dans mon assiette, j'ai vraiment, je me sens mieux. C'est comme si mes articulations elles grinçaient plus. C'est comme si le corps était vraiment renourri de l'intérieur. Donc ça, vraiment les bénéfices sur certains conseils précis. Après, moi, c'est vrai que les bénéfices que j'ai pu vraiment voir, c'était ceux de l'organisation. Vraiment d'amener cette organisation au sein des foyers, de dire bah, on s'organise, on a un semainier, on a les listes qui vont avec, on fait participer la famille, on organise nos courses. C'est une décharge mentale qui est quand même importante, c'est une réalité. Moi, je dis pas qu'il faut passer 45 heures en cuisine par semaine, je le fais pas moi-même. Mais en tout cas, c'est de se dire comment est-ce que je peux anticiper pour pas que j'arrive au moment du repas du soir, le pire moment pour moi de la journée, et donc je finis par un plat de pâtes, quoi. Et finalement, les erreurs qu'on réitère, c'est souvent par manque de temps. Donc comment est-ce qu'on peut anticiper? Et moi, je dis souvent, la première année où on réforme ses habitudes alimentaires, c'est dur parce que voilà, c'est nouveau et c'est là où on a besoin d'être accompagné. Mais une fois qu'on a fait nos semainiers sur 4 saisons et sur un an, l'année prochaine, c'est fait. Donc, on n'a plus qu'à ressortir ses fiches et ses recettes. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça nous demande un petit effort. Donc, si on le fait dès maintenant avec notre famille, nos enfants, on embarque tout le monde avec nous. Et ça, j'ai vraiment eu des retours très, très positifs grâce aux ateliers de cuisine. Après, peut-être les critiques qu'on peut entendre, c'est oui, mais moi, quand je rentre du travail le soir, j'ai pas le temps de cuisiner, ou je suis fatigué, ou voilà, c'est plus simple de sortir un plat tout fait du frigo, là. Qu'est-ce que tu réponds à ça en général? Alors déjà, moi, ce que je réponds, c'est que je comprends, parce que moi aussi, je suis fatiguée des fois le soir, et que franchement, on est tous pareils, et qu'on n'a qu'une envie, c'est de se poser. Après, moi, j'aime bien, voilà, prendre un peu de distance par rapport à moi-même et regarder toutes ces petites actions que je fais dans ma journée qui me prennent de l'énergie aussi. Je pense beaucoup aux réseaux sociaux, à notre téléphone, on est beaucoup de temps dessus, et donc de mettre un petit timer et de voir en fait le temps qu'on gagnerait si justement on passait pas ce temps-là sur le téléphone. Et ensuite, c'est vraiment un cercle vertueux. Je prends un plat cuisiné qui va me prendre de l'énergie sur la digestion et qui va pas m'amener forcément de plein de micronutriments et de macronutriments. Et donc, j'amplifie ma fatigue d'un jour à l'autre à cause de cette alimentation-là. Et donc, c'est se dire faire des choses simples. Et dans mes conseils, moi, ça peut être ouvrir une boîte de conserve en verre de pois chiches, prendre des haricots verts surgelés bio de chez Picard et faire gonfler une semoule de sarrasin dans une casserole. Ça prend absolument 10 minutes et je me fais une bonne vinaigrette qui va avec et j'ai tous les éléments dans mon assiette. Donc on peut aussi cuisiner très très simplement en s'aidant aussi de produits qui aujourd'hui bah, sont disponibles sur le marché et sont quand même assez pratiques. Ouais, c'est clair. Et puis, moi, j'aime bien aussi parler de la cuisson à la vapeur, justement, parce que bah, on coupe des légumes, ça prend 1 minute. Après, on les met dans le cuve vapeur.
Et puis peut-être avec du poisson en papillote ou je sais pas quoi, mais ça, vraiment c'est très peu de préparation et après on laisse la cuisson se faire toute seule. On a le temps de faire autre chose, de s'occuper de ses enfants ou quoi. Et d'ailleurs, je précise, c'est tellement rapide la cuisson vapeur que moi, souvent, chez mes élèves, j'ai constaté que c'était trop cuit. Ah Parce oui, que justement, c'est tellement rapide une fois que notre cuit vapeur est chaud et qu'on a posé nos aliments, qu'en 5 minutes, souvent, si on a coupé en petits morceaux, c'est cuit. Donc, c'est aussi s'interroger sur comment est-ce que je coupe mes légumes. Si je coupe plus petit parce que j'ai pas le temps, ça va cuire plus vite. Le wok est une très bonne stratégie aussi parce qu'avec un reste de riz, on peut venir faire sauter une omelette et rajouter quelques légumes et on a un plat qui est réchauffé et cuit en quelques minutes seulement. Donc moi j'ai aussi cette stratégie du batch cooking de me dire si je vais en cuisine, je fais au moins 3 recettes en même temps histoire de pas le lendemain retourner en cuisine. Alors c'est que moi j'ai un petit garçon de 4 ans et je fais quasiment tous ses repas du midi parce qu'il n'y a pas de cantine dans son école, hein, donc je cuisine quand même pas mal de repas. Et donc, bah, typiquement, hier soir, on a fait des pois chiches avec une crème de champignons. On en a gardé un petit bout, un petit morceau pour aujourd'hui dans son plat. On a fait une omelette à côté, on lui a fait quelques pâtes et il avait un plat équilibré. Donc c'est toujours penser en amont, si je fais cuire du riz, j'en fais cuire un petit peu plus. Si je coupe des légumes, j'en coupe un petit peu plus. Et puis bah, peut-être que un petit peu des légumes, je vais les mettre avec mon plat du jour. Le lendemain, je peux les réutiliser dans une quiche. Et en fait, ça nous permet de gagner du temps. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'inné si on l'a pas appris, c'est normal. Donc, ne faut pas culpabiliser là-dessus. La cuisine, si on ne l'a pas transmis, bah, on peut apprendre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Moi, j'ai vraiment eu bah, beaucoup d'adultes dans les ateliers. Et en fait, à partir du moment où on apprend et on gagne en autonomie, un vrai plaisir derrière, une vraie liberté aussi à pouvoir faire ça soi-même et puis bah, bien manger et sentir qu'on retrouve de l'énergie. trop bien. Je vais te poser la question que tout le monde se pose, en tout cas que moi je me pose. Est-ce qu'il est possible de faire des cookies naturaux? Est-ce que tu as une recette à nous transmettre? Bien sûr qu'il est possible de faire des cookies naturels. Alors, le dernier cookie qu'on a fait là avec mes élèves de la formation, justement, c'était la semaine dernière sur la session live. On a fait des cookies avec du potimarron. Donc, on a râpé notre petit marron. Je pourrais te donner les ingrédients précisément. Donc, c'est des cookies avec de l'huile de coco, mais on peut aussi les faire avec du beurre ou du ghee, qui est le beurre clarifié. On était sur une farine demi-complète. Donc là, il y avait la version sans gluten ou la version avec du petit épeautre, donc avec du riz. Et donc, on a potimarron râpé, farine, huile de coco et on a des épices. Moi, j'aime bien mettre de la cannelle. Et donc, pour moi, c'est un cookie naturel puisque il est délicieux. Mais en plus, j'ai une de mes élèves qui me l'a dit ce matin, elle avait un capteur de glycémie et sa glycémie n'a pas bougé. Ok, alors à cause de quoi? Qu'est-ce Parce que... qu'on a justement bah, les fibres du potimarron, on a le gras du corps gras qui est l'huile ou le beurre, et on a une farine qui est demi-complète ou complète, ce qui fait que on a un cookie qui est nourrissant, qui est délicieux. Alors j'ai oublié, il y a les pépites de chocolat aussi, mais qui du coup derrière n'a pas d'impact sur la glycémie. Donc c'est toujours se dire comment est-ce que dans les recettes, il y a du sucre aussi, hein. Là, le sucre va vraiment varier d'une personne à l'autre en fonction des goûts, mais c'est vraiment j'aime bien rappeler que souvent, aujourd'hui, on fait des zooms sur certains aliments en se disant, mais quel est l'indice glycémique de tel ou tel aliment? Quand on a cette vision trop focus, je pense qu'on s'égare. L'alimentation, c'est vraiment une association d'aliments dans une assiette, dans un plat, dans une recette. Donc un cookie, oui, il y a des pépites de chocolat, oui, il y a du sucre, mais s'il y a des bons gras, s'il y a une bonne farine, et si on le prend au bon moment de la journée, en fait, on peut se faire plaisir et ça n'aura pas d'impact sur notre santé. Moi, je suis plutôt une pro-collation. Donc, je dis souvent, mais prenez une collation à 16 heures si ça vous évite de grignoter le soir et de manger n'importe quoi au moment de rentrer à la maison. Excellent. D'ailleurs, je renvoie les auditeurs, les auditrices, à l'épisode que j'avais fait avec Aurélie Fleschen, qui est une naturopathe aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle Keto Naturo, donc sur voilà, l'alimentation à tendance cétogène, mais un peu comme tu le décris, voilà, avec des bons aliments qui permettent de rester en bonne santé. Alors, est-ce que tu aurais un secret de cuisine qui a changé ta vie à nous partager? Waouh, un secret de cuisine. J'en ai plein, je pense, avec le temps. Alors moi, j'ai une passion pour la cuisine japonaise.
Et j'aime beaucoup utiliser le miso. Alors le miso, c'est une pâte de céréales fermentées. Ça peut être à base de soja, à base de riz ou même à base de légumineuses. C'est un super aliment pour moi parce que ça a vraiment un intérêt probiotique, on va dire, pour la santé de notre flore intestinale. Et souvent, il est très mal utilisé en cuisine. Le miso, on peut l'utiliser pour faire une vinaigrette. Ça va donner cette saveur umami. Donc, on peut venir le mélanger avec une huile et quelques épices. Donc, en faire une vinaigrette. Et quand on fait une soupe miso, pendant des années, je me galérais au fond de mon bol avec cette pâte de miso à essayer de la diluer dans de l'eau. Donc déjà, la première chose, c'est de ne pas mettre d'eau bouillante parce que sinon on tue vraiment tout l'intérêt fermenté de ce produit-là. Mais il existe une petite passoire coudée au Japon. Alors on peut le faire à des mini passoires en inox chez nous. On va venir mettre notre pâte de miso à l'intérieur et on va venir l'écraser au fond de notre passoire tout en mettant de l'eau. Et alors là, à partir de ce moment-là, je me suis dit mais c'est juste incroyable. Le miso est tellement facile à utiliser dans ma cuisine. Et c'est voilà, c'est un petit tips. J'en ai plein d'autres, mais celui-ci fait partie aussi de mes chouchous parce que j'aime la cuisine japonaise. Trop bien. Oui, d'ailleurs, j'ai vu que tu avais une formation sur la cuisine japonaise ou en tout cas sur ton blog, il y avait un article là-dessus. Oui, tout à fait. Bah, je me suis amusée en cuisine. À chaque fois que je partais en voyage, je ramenais dans ma valise toutes les recettes que j'avais pu pratiquer et je les transformais en version naturo. Et donc, effectivement, c'est une masterclass avec plus de 40 recettes filmées autour de la cuisine japonaise. Où je suis allée vraiment chercher les basiques de la cuisine japonaise. Où voilà, il y a quand même des choses dans la cuisine japonaise qui sont très intéressantes, les algues, le miso, voilà cette saveur umami. Mais aujourd'hui, bah, le Japon, comme plein de pays, souffre de cette industrialisation et modernisation avec plein de sauces ultra transformées. Donc je suis allée un petit peu transformer les sauces pour revenir à quelque chose d'un peu plus santé. On parle beaucoup du régime Okinawa, donc comment revenir à justement à ce secret de longévité en intégrant tous ces super produits. Donc c'est une formation que j'aime beaucoup. Trop bien. Et alors, puisqu'on parlait, tu parlais tout à l'heure d'une petite passoire coudée là, quels sont les ustensiles de cuisine qui sont indispensables pour bien commencer et quels sont ceux dont on peut se débarrasser? Alors, comme je disais tout à l'heure, on se débarrasse de tout ce qui est en plastique, téflon, voilà, tout ce qui. J'ai presque envie de dire le micro-ondes, mais bon, voilà, pour moi, c'est pas du tout un ustensile de cuisine, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de recettes au micro-ondes. Le basique pour moi, c'est avoir au moins un petit couteau, un grand couteau qui coupe, qui sont bien aiguisés, parce que ça, vraiment, j'ai tellement vu de personnes galérer en cuisine juste parce que les couteaux sont mal aiguisés. Un économe, une planche à découper en bois. Et ensuite, le reste, hein, c'est pour moi, c'est avoir des bons ustensiles de cuisson, donc une poêle éventuellement. Donc moi, j'adore faire des pancakes, des crêpes. Donc la poêle en fer, moi, pour moi, c'est vraiment l'idéal. Donc les poêles en fer sont des poêles qui sont culottées. Donc on va venir les faire chauffer. Donc si vous avez une grand-mère et que vous voyez des poêles noires accrochées au mur, elles sont super parce qu'elles sont anti-adhésives depuis des années. Ensuite, d'avoir au moins un cuit-vapeur, je trouve que c'est génial. Alors moi, c'est vrai que dans mon cuit-vapeur, j'ai fait le choix d'avoir un cuit-vapeur qui permet de me faire la cuisson à la vapeur et la cuisson à l'étouffée dont je parlais tout à l'heure avec le petit thermomètre. C'est un multifonction et je trouve ça super quand on a des petites cuisines. Mais globalement, c'est vraiment les ustensiles que j'utilise le plus au quotidien. Donc on n'a pas besoin d'avoir énormément de choses. Après, mes petits chouchous en plus pour gagner du temps dans la découpe, c'est la marque Microplane qui fait une petite râpe pour râper le gingembre et qui fait une mandoline et une râpe à la main. Donc je râpe comme ça mes carottes, je coupe mon radis noir à la mandoline et ça me permet de gagner beaucoup de temps. Moi, j'ai vraiment tout misé dans la découpe pour gagner du temps. Et après, ben, j'ai des ustensiles multi-usages. Trop bien. Quels sont tes projets pour le futur? Alors, moi déjà, mon projet aujourd'hui, c'est de continuer quand même à accompagner les naturaux, les coachs en nutrition à développer leur atelier. Moi, j'ai vraiment ce rêve que ça devienne commun dans toutes les villes de France, d'avoir un espace où on peut apprendre à cuisiner santé, apprendre à découvrir les aliments. Je pense que je rêve de revenir aussi sur du présentiel. Alors, je sais pas quand est-ce que ça va se faire, parce que j'ai arrêté donc en 2022. J'avais adoré le format des stages de cuisine, donc peut-être que voilà un jour les formats des stages de 5 jours reviendront. Et puis de vraiment pouvoir avoir, j'essaie de le mettre de plus en plus en place, de faire des interviews auprès de professionnels, de mettre en avant voilà des marques qui créent des produits, parce que je pense que c'est vraiment un réseau
qui est ultra positif quand les professionnels peuvent avancer les uns avec les autres. On a besoin des éleveurs, des producteurs, et on a besoin de les connaître. Donc, arriver à créer un cercle vertueux aussi entre toutes ces personnes. Ouais, tout à fait. Et alors, quel est ton meilleur souvenir dans ta pratique de la naturopathie ou de la cuisine saine, pour toi ou pour les autres? J'en ai plein, mais là, il y en a un qui me vient. Alors, c'est vrai que dans les stages en cuisine, il y a eu très peu d'hommes, hein. C'était quand même souvent la majorité des femmes. Et sur un des stages, j'ai un monsieur qui était venu et qui était chef avant. Donc, moi, j'ai un peu paniqué au début du stage en me disant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui apprendre? Et cette personne-là était allée manger un soir au resto d'un chef à Bordeaux. Et quand il est parti du stage, il m'a dit, je crois que ma plus belle découverte cette semaine, c'était vraiment le stage de 5 jours avec toi, plus que le resto que j'ai fait avec tel chef. Et là, je me suis dit, OK, j'ai commencé ma semaine. On a toujours cette idée qu'on n'a rien à apporter aux autres. Mais en réalité, vraiment, la cuisine santé, elle est, euh, elle est à redécouvrir par tous, même des gens qui pratiquent déjà la cuisine. J'ai de plus en plus de chefs qui suivent aussi la formation, qui ont certaines bases, mais qui du coup ont envie d'aller un petit peu plus loin sur les assaisonnements, sur les saveurs. Donc ça, c'est un chouette souvenir. Génial. Et à Bordeaux, tu vas de temps en temps dans des restaurants où les chefs sont passés par ta cuisine? Oui, il y en a un, c'est la cuisine d'Hélène, ça s'appelle, hein, et Ouais. à laquelle on élève pendant plusieurs cours. Et aujourd'hui, donc, elle est vraiment dans une cuisine bio locale, et c'est un buffet où on se sert et donc c'est par portion. On choisit par portion ce qu'on a envie de manger, donc c'est hyper varié. Je pourrais vous repartager l'adresse. Trop bien. Bon, bah écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que tu souhaiterais aborder? Moi, je pense qu'on a quand même fait le tour. Peut-être que ce que je pourrais rajouter, c'est que si vous avez de la préhension à vous mettre à la cuisine en vous disant j'ai pas le niveau, c'est quelque chose qu'on m'a pas transmis, bah, c'est justement le moment d'aller participer à des cours de cuisine, aller voir des professionnels qui vont dans la pratique, parce que c'est tout sauf culpabilisant. C'est vraiment un moment de partage où on commence à partir de là où on est. C'est-à-dire, on peut, bah, moi, je réapprends à tenir un couteau, à utiliser un économe. Et encore une fois, c'est normal si on n'a pas appris de ne pas savoir. Donc, même que vous ayez 30 ans, 40 ans, 25 ans, 60 ans, il n'est jamais trop tard finalement pour se mettre en cuisine et pratiquer. Et puis, c'est un moment qu'on peut partager aussi avec ses amis. On a beaucoup l'habitude aujourd'hui de se dire oui, quand on voit des amis, c'est pour boire des verres, voilà, à faire des apéros, mais on peut aussi partager des moments avec des amis pour bah, apprendre à faire un kéfir, pour faire des bocaux de lacto-fermentés. C'est ce qui se faisait avant dans les familles, hein. On se réunissait autour de la cuisine. Et donc, je trouve que c'est des bonnes habitudes à créer dans son cercle familial et amical. Génial. Émilie, est-ce que tu aurais un livre ou une ressource à nous recommander pour prendre soin de sa santé? Il y en a tellement aujourd'hui. Moi, c'est vrai que j'ai pas forcément de référence de livre parce que moi, je vais un petit peu grappiller à droite à gauche. Alors, je peux quand même vous recommander un magazine que j'ai écrit il y a plus d'un an qui s'appelle Esprit Végé, qui est un magazine hors série que j'ai intégralement écrit avec 100 recettes pour les repas du soir. C'est un magazine qu'on ne trouve plus en kiosque, mais qu'on peut commander encore sur la plateforme en PDF ou en papier. Il y a encore quelques exemplaires. J'y ai vraiment mis des recettes familiales et simples. Et justement, j'ai intégré un chapitre qui me tenait à cœur, celui des assaisonnements et des sauces et des vinaigrettes. Parce que je trouvais que ben, des fois, on fait des choses toutes simples, comme tu disais, à la vapeur, et on a juste besoin d'avoir une idée d'assaisonnement pour que l'assiette soit liée. Et c'est souvent ce qui nous manque le plus. Après, je pourrais peut-être te partager quelques ressources, mais effectivement, aussi sur mon blog, sur Insta, je partage aussi quelques tips, hein. Euh, D'accord. Non, mais je mettrai la référence de Esprit Veggie. Et pour terminer, quel serait le premier conseil que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent pour rester en bonne santé le plus longtemps possible? Ouais, c'est une vaste question, mais je pense que la première chose, c'est de s'écouter. C'est d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à écouter les signaux de notre corps. Quand on n'a plus faim, on s'arrête de manger. Quand on a faim, on peut manger. Penser aussi à s'hydrater, c'est des petites choses comme ça, mais je crois qu'on n'arrive plus à trop faire la distinction aujourd'hui. Est-ce que j'ai faim, j'ai soif? Est-ce que j'ai besoin de me reposer? Est-ce que je mange pour faire une pause parce que je suis fatiguée? Voilà, déjà d'être à l'écoute de ces petits signaux-là.
c'est la première étape parce que ce soit quand on commence un suivi en naturo, souvent c'est ce qu'on va dire. Qu'est-ce que vous ressentez? Et souvent les personnes disent je sais pas trop, je me suis jamais posé la question, donc posez-vous la question. Trop bien. Écoute, merci beaucoup Émilie, c'était un plaisir de te recevoir dans le podcast. J'invite les auditeurs et auditrices à se rendre sur ton site pour en savoir plus sur tes activités, s'inscrire à ta newsletter aussi, et puis pourquoi pas s'inscrire à un stage ou à ta formation La Cuisine Naturo, avec, je rappelle, un code de réduction dans le descriptif de l'épisode. Et puis il y a également un blog, je crois, où tu partages plein de recettes de cuisine saine, qui sont d'ailleurs parfois des recettes de tes anciennes stagiaires. Alors j'ai noté par exemple les Energy Balls au pollen, une mousse au chocolat au chou-fleur ou un carpaccio de radis noir. Ouais, vous pouvez découvrir tout ça sur le blog et effectivement j'aime bien mettre en avant mes élèves aussi parce que on a toutes plein d'idées en recettes et je trouve que c'est ce qui est génial aussi dans la cuisine, c'est qu'il y a vraiment cette notion de partage et de créativité. Super, écoute, merci Émilie, prends soin de toi et puis à bientôt. Merci beaucoup Anthony, merci pour ton accueil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode, j'espère qu'il vous aura donné envie de vous pencher sur la manière dont vous cuisinez, ou cruisinez. N'hésitez pas à vous rendre sur le site d'Émilie et à profiter de la réduction qu'elle vous offre pour s'inscrire à sa formation. Comme ni Émilie ni moi ne sommes médecins, ce podcast n'a aucune visée médicale, diagnostique ou thérapeutique, mais uniquement informationnelle. En cas de problème de santé, consultez votre médecin, et surtout, n'arrêtez ou ne modifiez jamais vos traitements médicaux sans lui en parler. La santé par nature est un podcast que je réalise moi-même, donc si vous le trouvez intéressant, vous pouvez m'aider à le faire connaître en le partageant autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner, ainsi qu'à ma newsletter pour être au courant de mon actualité, et recevoir un conseil de santé préventive gratuit chaque mois. Je vous invite également à faire un tour sur mon site www.antonivio.fr pour en savoir plus sur mon activité, ou pour prendre rendez-vous pour une consultation ou un accompagnement personnalisé. Voilà, rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez bien soin de vous.